Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Ce soir, nous mesurons à sa juste valeur toute l'importance de dérouler le tapis rouge à une figure emblématique de la vie religieuse, le pasteur Bonsdawende Samuel Yaméogo. Un homme qui a des étoiles qui savent rire, pour ainsi emprunter le terme de Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Le pasteur Samuel Yaméogo, un homme de foi, un homme d'action, visiblement engagé pour le développement de son pays. Cet homme de l'Église, respecté et respectable, plein de sagesse et d'humilité, généreux, discret dans ses largesses, perfectionniste à sa façon, a su se mettre à la hauteur de l'ère de son temps. Président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, fondateur et secrétaire exécutif de l'Office de développement des Églises évangéliques ODE, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en 1998, membre du Conseil révolutionnaire économique et social CRES en 1986, membre fondateur du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, membre de la commission constitutionnelle de Haute-Volta actuelle Burkina Faso en 1976, celui-là même qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici, chez lui, à la faveur de cette grande mobilisation, a assumé de hautes responsabilités sur le plan national et international. Avec le pasteur Samuel Yaméogo, nous aborderons des sujets brûlants de l'heure, notamment l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a débarqué le président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans, la dissolution préconisée du régime de sécurité présidentielle RSP, l'adoption de la loi portant sur le code électoral, l'éducation et l'instruction au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, ce sera le 9e numéro de votre magazine télévisuel d'information et de témoignages à cœur ouvert. Le pasteur Bonsdawende Samuel Yaméogo est né le 26 décembre 1942 à Koudougou, province du Boulkiemde. Après ses études primaires et secondaires au collège protestant de Ouagadougou de 1949 à 1963, il entame la formation pédagogique à l'école normale Alfred Secker de Douala au Cameroun et à l'école normale rue Paul Petit Saint-Étienne en France de 1966 à 1970. De 1970 à 1972, il poursuit ses études à l'Institut de théologie biblique à Bièvre, Paris, en France, et ses études sociales et économiques à Selly Oak au collège Birmingham, England, en Angleterre. Sur le plan des stages, le pasteur Samuel Yaméogo a reçu plusieurs formations, dont celle consacrée à l'identification, l'analyse et le suivi des projets de développement chez Broad-Für Die Welt à Stuttgart, en Allemagne, en 1972. Du point de vue des postes occupés, le pasteur Samuel Yaméogo a assumé les responsabilités suivantes. Président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME du Burkina Faso de 2008 à nos jours, pasteur principal du Temple Emmanuel à la cité 1200 logements de Ouagadougou de 1987 à nos jours, secrétaire général national des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de 1979 à 2010, secrétaire général assistant des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de 1973 à 1979, fondateur et secrétaire exécutif de l'Office de développement des Églises évangéliques ODE de 1972 à 2003, pasteur évangéliste à Tita, un département de Pouni, de 1973 à 1993. Directeur adjoint et animateur des émissions radio et télévision évangéliques sur la radio nationale et radio Elwa de Monrovia au Libéria, de 1965 à 1970. Le pasteur Samuel Yaméogo a par ailleurs assumé d'autres responsabilités sur le plan national.
président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en 1998, membre de la Chambre des représentants du Burkina Faso de 1996 à 1998, 2 fois membre de la Commission constitutionnelle du Burkina Faso en 1990, secrétaire général du secrétariat permanent des ONG de 1982 à 1988, vice-président de la Conférence mondiale des jeunes agriculteurs tenue à Ouagadougou en 1985, membre fondateur du SPONG et secrétaire général adjoint de 1975 à 1982, membre de la Commission constitutionnelle de Haute-Volta en 1976. Le pasteur Samuel Yameogo a à son actif plusieurs responsabilités sur le plan international. Président de Interchurch Relief and Development Alliance de 1994 à 1999, président de la Commission de secours et développement de l'Alliance des évangéliques d'Afrique en 1998, secrétaire exécutif de secours et développement de l'Association Église évangélique d'Afrique et de Madagascar de 1985 à 1997, vice-président de l'IRDA de 1988 à 1994, trésorier général du Forum des organisations volontaires africaines de développement de 1985 à 1992. Admis à la retraite depuis 2003, le pasteur Samuel Yameogo est commandeur de l'Ordre national du Burkina Faso, Kronenkreuz in Gold der Diakonie d'Allemagne. Il est marié, père de 5 enfants et 4 petits-enfants. Pasteur, encore une fois, merci de nous recevoir ici chez vous. Et pour commencer, juste votre réaction à chaud sur ce portrait qui vient d'être diffusé à votre attention. Oui, ça relatait tout mon parcours et je bénis Dieu qui m'a conduit dans ce parcours jusqu'à maintenant. Nous allons tester votre endurance, disons votre sensibilité sur les 5 concepts ci-après cités. Et le jeu consiste à ce que vous répondez à ces 5 concepts-là en 2 minutes. Le premier, l'analphabétisme. L'analphabétisme est une maladie à combattre. L'animisme. Et l'animisme est une méconnaissance du seul vrai Dieu. Le christianisme. Le christianisme, c'est une rencontre personnelle avec Dieu et une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le civisme. Le civisme est une moralité, une obligation à tout citoyen. Enfin, le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'expression manifeste des œuvres du diable. Merci, pasteur. En tout cas, vous méritez 10 sur 10. Le pasteur Samuel Yameogo est l'initiateur de la création de l'école primaire évangélique de Réau, qui s'apprête à fêter en différé ses 50 ans d'existence, et l'acteur principal du tout premier établissement d'enseignement technique dans la région du centre-ouest, le collège privé d'enseignement technique de Koudougou. Par la création de ces établissements scolaires, le pasteur Samuel Yameogo entend apporter sa contribution à la politique d'évangélisation, le corps, l'âme et l'esprit. Bonne arrivée, papa. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu auras fini? Je vais devenir policier. Président. Bon, bravo. Nous nous réjouissons beaucoup du fait que ce matin nous voyons en tout cas notre père, à savoir le pasteur Samuel Yameogo au milieu de nous.
pour en tout cas nous montrer alors comment est-ce que l'école a débuté en tant que fondateur de cette école évangélique. Pour moi, c'est un grand souvenir. Je me rappelle de mon premier jour qu'on m'a amené, mon papa m'a amené en classe. Comment le premier maître, qu'est le papa Samuel, nous a accueillis. Et quand je vois ce premier jour et aujourd'hui ce que je suis grâce à cette école, je pense que je suis lié à cette école vraiment pour de bon. J'ai intégré l'école ici en 1968 comme auditrice libre parce que j'avais 4 ans et demi. Et le pasteur a accepté de m'accueillir. J'étais comme auditrice libre. C'est au CE1 qu'on a pu maintenant m'enregistrer comme étant élève. Chaque matin, je me dépêchais pour venir le trouver là où il habitait. Et il me donnait du lait et du pain chaque matin. Lorsque j'ai été affecté à Réau, il n'y avait pas autre bâtiment que cette église. Et c'est là que nous avons fabriqué des tables bancs et que nous avons commencé à enseigner. Et lorsque mon premier directeur, mon premier adjoint est venu, bon, lui, il avait droit seulement sous les manguiers. Le deuxième directeur est venu, il n'avait ni manguier ni bâtiment. Donc, on lui avait fait un abri en natte. Et bon, et c'est là que nous avons pensé, nous avons pris à cœur de construire un bâtiment définitif. Sur vous, le pays compte sur vous, l'église compte sur vous, vos parents comptent sur vous. J'ai choisi cette filière parce que je sais que c'est là-bas que j'arriverai mieux à m'en sortir. Voilà. Il faut respecter l'éclairage. J'ai choisi la maçonnerie parce qu'il y a des intérêts là-bas. Et puis, mon avenir, je vais devenir un architecte, un ingénieur. Il faut dire que c'est le pasteur Samuel Yameugou qui a été à la base de la création du collège d'enseignement technique de Koudougou. C'est lui qui a monté tout le dossier et avec des partenaires allemands et hollandais, cet établissement a pu voir pour les jours. Il a été vraiment l'artisan principal pour que ce collège voit pour les jours. On lui souhaite une longue vie et on souhaite que ses successeurs soient aussi efficaces que lui, car ne dit-on pas que
un succès sans successeur est un échec. Pasteur, la création de l'école primaire de Réau, grâce à vos bons soins, relève-t-elle d'une prouesse de votre part ou d'un simple miracle? Oui, ça relève, j'allais dire, d'une formation que j'ai reçue aussi des missionnaires qui pensent à l'avenir de la nation, qui pensent aussi à l'amour du prochain. Et quand je suis arrivé à Réau et qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de classe, nous étions poussés à faire la même chose qu'on nous a enseigné quand nous étions encore à l'école primaire. On nous a aussi, lorsque nous étions à l'école primaire, on nous a enseigné à travailler de nos propres mains. Quand nous étions au collège, on nous a enseigné à travailler de nos propres mains. Et ces propres mains aussi ont été utiles pour fabriquer les briques pour la construction de Réau. D'ailleurs, ce n'est que les premiers pas qui ont coûté. Quand nous avons décidé de notre propre poche de construire cette école-là, il fallait seulement faire les premiers pas. Immédiatement, on a trouvé le secours des chrétiens et de tous les ressortissants de Réau qui nous ont aidés, donné l'argent, fabriquer les briques. Nous pensions fabriquer les briques nous-mêmes, mais on a fabriqué pour nous et ainsi l'école a commencé. Oui, disons que tout ne s'est pas fait sans difficulté. Vous avez dû traverser ce qu'on appelle le parcours du combattant en passant d'ambassade à ambassade pour bénéficier d'un financement pour le démarrage des travaux de construction. Oui, lorsque nous avons fini les briques, et il fallait trouver le toit. Et le toit, bon, nous ne pouvons pas le fabriquer petit à petit. Il fallait trouver de l'aide. C'est ainsi que nous avons frappé les portes à toutes les ambassades, enfin, à l'ambassade d'Amérique premièrement, bon, parce que nos missionnaires venaient de ce pays, donc nous pensions que nous allons avoir bon accueil. On ne nous a rien donné. À l'ambassade d'Israël, bon, on ne nous a rien donné. Bon, donc nous sommes partis à l'ambassade d'Allemagne. Et là aussi, l'ambassade ne nous a pas donné quelque chose, mais il se trouvait que l'ambassadeur était fils d'un pasteur. Et quand il a envoyé notre dossier à son père, pasteur, et ce pasteur a transmis le dossier à leur organisation de bienfaisance, à leur organisation sociale qui s'appelait Pain pour le Monde, Brot für die Welt. Et c'est là qu'on nous a donné de quoi mettre un toit. Et avec ce qu'ils nous ont donné, on a mis un toit, un plafond, des fenêtres. Il avait même de l'argent pour faire un puits et même de l'argent pour faire une petite maison, un abri pour le directeur. Bon, c'est après l'inauguration tambour battant de ce bâtiment que j'ai quitté l'enseignement pour suivre ma vocation de pasteur. Sans discrétion, combien ils vous ont donné? Est-ce que ça couvrait vos besoins? Oui, nous leur avons demandé 250 000 francs CFA juste pour le toit. Et ils nous ont donné à l'époque 10 000 Deutschmark qui représentaient 600 000 francs CFA. C'est pourquoi nous avons eu tout le loisir de mettre un toit en bac aluminium, des JPN et même des persiennes, des fenêtres persiennées. Et même on a eu de quoi peindre la maison. Aujourd'hui, cette école est normalisée à 6 classes. Quel sentiment cela suscite en vous? Oui, je suis très heureux de voir que l'école continue quand même de former des gens et je suis très heureux de voir que les anciens élèves sont placés et dans le gouvernement. Il y a quand même 2 ou 3 journalistes d'ailleurs même avec vous. Et donc, le sentiment de voir la continuité, comme a dit notre directeur du CIT de Koudou, un succès sans successeur est un échec. Et quand nous voyons que ça continue, nous ne pouvons qu'être heureux. Et maintenant même, ils ont l'idée d'ouvrir un CEG et même d'aller plus loin. Disons que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est sans doute pour cette raison fondamentale que vous avez œuvré à l'implantation du collège privé d'enseignement technique de Koudou. La charité bien ordonnée n'a pas commencé par moi-même. La charité bien ordonnée a commencé par Réau. Et ensuite, nous avons mis 10 années
à la demande de l'église de Koudougou, a cherché un financement pour le CET de Koudougou. Et nous sommes très heureux d'avoir le CET de Koudougou. Et je peux dire que c'est un pur hasard parce que si vous voyez toutes les œuvres de l'ODE, Koudougou a reçu peut-être 5 CSPS et 7 écoles techniques. Sinon, je pense que le plus gros morceau, si ce n'est pas Yako, ça doit être Kaya. Dans sa bonne humeur habituelle, le pasteur Samuel Yameogo se complaît à affirmer que c'est l'école de Réau qui a enfanté l'Office de développement des églises évangéliques ODE, qui à son tour a donné naissance au complexe scolaire de Réveil situé aux 1200 logements de Ouagadougou. Un clin d'œil sur l'ODE et le Réveil à travers le film qui suit. Quand on témoigne de l'amour de Dieu, on le témoigne à l'égard de toute la population sans distinction de religion, d'ethnie ou d'appartenance politique. Et c'est cet amour que nous témoignons à toute la population du Burkina à travers les actions que l'ODE mène pour cette restauration de la dignité humaine, qui se veut aussi de travailler en fait, à réduire autant que faire se peut en fait, cette inégalité qui existe entre hommes et femmes selon ce que la société a créé. Et c'est ce que nous disons, prendre en compte les gens dans toutes les actions que nous faisons, sans oublier les enfants et sans oublier en fait ceux qui sont frappés par un handicap ou ceux qui sont en quelque sorte parfois laissés pour compte. Nous sommes en tant que structure de l'Église la voix des sans-voix. Pasteur, faut-il nécessairement appartenir à la grande famille des Assemblées de Dieu pour bénéficier d'un quelconque soutien de l'ODE? Pas du tout, parce que notre éducation biblique nous commande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais le sel ne sert pas à saler le sel, mais le sel va vers ce qui est fade. Ce qui veut dire que nous nous tournons justement vers ceux qui ne sont pas des nôtres. Et même ces écoles évangéliques acceptent tout le monde. Et il y a quelqu'un qui s'était amusé un temps là pour compter dans nos projets et dans nos programmes combien de protestants se trouvaient et combien de... Ils ont trouvé seulement qu'il y avait 10% de protestants dans ces projets. Et le reste était d'autres religions. Bon, donc, cette aide n'est pas destinée à nos frères en Christ, mais cette aide est destinée à tout le monde, à tous ceux qui ont l'image de Dieu, parce que nous devons aimer tout le monde. Et la parabole du bon samaritain est là pour étayer ce que je viens de dire. C'est ton voisin, ton prochain, ce n'est pas seulement celui qui est avec toi, mais ton prochain, c'est celui qui est même loin de toi sur le plan de la foi, loin de toi même sur le plan de la religion et même de la famille, et nous nous adressons à tout le monde. Mais il y a certainement des critères fondamentaux sur lesquels l'ODE se base pour venir en aide aux couches sociales les plus défavorisées. Oui, le premier critère, c'est que cette aide-là puisse ne pas s'adresser seulement à une famille, mais puisse bénéficier à tout le monde. Par exemple, s'il y a un groupement familial qui s'érige pour avoir l'aide là, on dira qu'on s'adresse à tout le monde. Ce sont les principaux critères. Et aussi, il faut aussi que la personne accepte d'investir
pas recevoir de l'aide pour que ça s'arrête là, que la personne accepte de s'investir aussi dans ce que nous allons donner. Et nous appelons aide. C'est-à-dire que, comme dirait l'autre, l'aide doit aider à assassiner l'aide. C'est exactement aussi notre critère. Vous êtes le père fondateur de la création de l'ODE et vous avez même été le secrétaire exécutif de cette structure. Dites-nous au départ comment vous êtes arrivé à la création de cette structure qui fait aujourd'hui votre fierté. Et comme nous venons de dire, nous voyons que par l'école de Réau qui a été financée par Pain pour le Monde, bon, quand nous avons fini l'école, je suis allé donc en formation pastorale et ces messieurs aimaient quand même voir ce qu'on a fait de leur argent et quand ils sont venus visiter, ils étaient tellement contents qu'ils ont demandé à la Fédération des Églises des Missions évangéliques si nous pouvons quand même aussi nous engager dans l'aide sociale parce que c'est biblique. L'évangile intégral consiste à aider le corps, l'âme et l'esprit. Il se trouvait qu'à l'époque, là, nous ne participons pas beaucoup, nous n'investissons pas beaucoup dans le social. Et c'est à partir de là qu'ils sont venus, ils ont commencé ce que nous appelons aujourd'hui l'Office de développement des églises, parce qu'au départ, c'était Bureau des projets pour le développement des églises. Bon, donc, quand on a commencé cela, bon, on a vu que lorsque les autres institutions chrétiennes évangéliques sont venues en Haute-Volta et ont trouvé que nous avions quand même déjà un bureau, une organisation, ils ont été contents de participer. Et à la famine de 1973, nous avons reçu beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Sinon, j'étais seul, peut-être avec mon épouse, nous étions secrétaires, chauffeurs et tout ce qui s'ensuit. Mais quelques mois plus tard, les autres sont venus d'Angleterre, de Hollande et d'un peu partout. Et voilà le bureau affermi, et le bureau qui commence à faire des barrages, à construire des écoles, à faire beaucoup de puits, l'élevage, etc. Promouvoir un développement durable avec les communautés de base en veillant à plus d'équité pour les groupes les plus vulnérables. Le barrage de Boura dans la province de la Sicile et celui de Wedbila dans le Bazega que nous avons visité illustrent parfaitement cette mission assignée à l'Office de développement des églises évangéliques. L'utilisation de l'eau pour les travaux de construction et autres besoins sociaux tributaires de l'eau, la pêche, l'agriculture familiale et les cultures maraîchères, telles sont les possibilités parmi tant d'autres qu'offre le barrage de Boura. Grâce à la pratique de l'irrigation, les paysans font de bonnes affaires avec 2 récoltes dans l'année, respectivement en saison sèche et en hivernage, avec des estimations de 1,5 à 3 tonnes sur des parcelles de 0,20 hectares concernant le volet agricole. La tunusinga, on s'y tombe de mia touma, plein à poca. Ton sel de mui, chien, la sapologa, ton touma la water ton tombe de bon à poca. Another ton so. Ton boaga was sing buracane, ton sing sel man code a muya. Ton tinga poko wotoni ba mui menga ton dikda muya minga doko da gore la pinda ton da paton pa mui nan die la bonga hen sing teka ne kan fa zakonwa ya muyo anafada ton wosoko. C'est surtout la sensibilisation. Bon, on les donne des conseils et surtout au niveau de la semence même en tant que telle. Bon, ils sont proches du Ghana. Et il y a d'autres qui partent prendre de la semence qui n'est pas adaptable au sol même. Donc on arrive à les sensibiliser. Comme l'État aussi nous envoie de la semence et de l'engrais pour eux. Donc maintenant, bon, ils ont commencé à comprendre. Voilà, il n'y a pas de problème. La plaine de Boura nourrit son homme.
En fait, ça a contribué au développement même de la commune de Boura. Ça lutte contre la pauvreté et faciliter la scolarité des enfants, de nos enfants, les ordonnances également. Et souvent, au début, après les récoltes, les jeunes se retrouvaient tous au Ghana, soit en Côte d'Ivoire, pour pouvoir revenir après la saison des pluies. Mais maintenant, avec la plaine, tout le monde est obligé de rester parce que tout ce qu'on peut gagner là-bas, on peut gagner aussi ici. Et il y a des gens qui ont même construit des villas à base de la plaine, quoi. Augmenter de façon sensible la superficie d'exploitation des parcelles de la plaine de Boura afin de répondre pleinement aux attentes des exploitants dont le nombre est sans cesse croissant. Les responsables de la coopération de Boura s'attellent à cette nécessité. L'importance de ce barrage, je ne dirais pas que c'est pour la population de Boura seulement, mais c'est au-delà de la population de Boura. Nous avons les villages voisins qui viennent se ravitailler ici en riz, en légumes, en maïs, en temps crucial. En hivernal, on sait que c'est un moment où il n'y a pas à manger un peu partout, mais les gens viennent à Boura, ils trouvent de quoi acheter, et la population de Boura même vit aisément de ce que la plaine produit pour eux. La plaine de Oued-Bila, une localité de la province du Bazega, située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, sauve la vie de 235 ménages, à l'image de 2 groupements masculins et féminins très dynamiques. Ang ding bongo na ko tonne ba wusro ita kane kingal Côte d'Ivoire la bongo won teka kubrikane ne bu wusro hanse ton ton docteur hanura kami Côte d'Ivoire la men ma bongo sababu bongo ke ton pam ligidi kin her kam lokol se il pam me zakse il pam men da montagne jon kien men pa mobile bongo pokon. Notre difficulté majeure est que ceux-là qui sont hors périmètre sont plus nombreux que ceux qui sont au niveau du périmètre. Et c'est eux qui en bénéficient plus et qui n'ont pas de charge. Alors que ceux qui sont dans le périmètre, c'est eux qui ont les charges, c'est eux qui entretiennent, c'est eux qui font ceci, cela, alors que ceux qui sont hors périmètre, ils n'en font rien et ne participent même pas aux travaux collectifs. Donc vraiment, c'est un problème. Ces 2 réalisations visitées, notamment la plaine de Boura dans la Sicile et celle de Oued-Bila dans le Bazega, confirment que l'ODE est une référence en matière de sécurité alimentaire au Burkina Faso. Conformément à l'une de ses missions, travailler à la restauration de la dignité humaine par la promotion d'un développement intégral, responsable et durable. Oui, pasteur, les intervenants dans ce reportage ont souligné quand même quelques difficultés. Au niveau de Boura, il s'agit de la nécessité d'augmenter les périmètres à exploiter. Et à Oued-Bila, c'est le problème crucial qui oppose les exploitants de hors périmètre à ceux qui sont régulièrement installés. Est-ce que vous êtes sensible à ces problèmes? Oui, nous sommes sensibles à ces problèmes. Bon, au niveau de Boura, augmenter les périmètres, ça veut dire aussi qu'il faut augmenter le volume d'eau. Et là, c'est très technique. Et quelquefois, même, on oublie qu'un barrage se barre. Un barrage ne se creuse pas. Mais donc, là, autant que possible, si on peut augmenter les périmètres avec l'eau que nous avons, il n'y a pas de problème. Là, c'est technique. Tandis qu'au barrage de Oued-Bila, là, c'est beaucoup plus social et, j'allais dire même, juridique. Et avant de faire le barrage de Oued-Bila, nous avons bien sensibilisé. Il n'y a que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont réalisé
le barrage là, parce que nous venons en aide. Bon, les paysans demandent et ils s'engagent à faire les travaux. Et c'est ceux qui ont travaillé là qui doivent bénéficier. Bon, donc ils ont travaillé, ils ont leur barrage. D'ailleurs, même dans la sensibilisation, nous avons même pu leur dire, et j'étais celui qui a dit ça, que même si moi, je venais leur demander une tomate là, qu'on me fasse payer, pour leur dire que réellement, le barrage leur appartient et tout ce que le barrage peut donner, ça leur appartient. Bon, mais maintenant, s'il y a d'autres personnes qui sont venues exploiter hors périmètre, parce que le périmètre vous est calculé selon le volume de l'eau. Donc, il y a des gens qui ne font pas, qui agissent illégalement. Et nous avons signé tous les papiers avec toutes les autorités de haut en bas et on reconnaît quand même que ce barrage-là est une propriété de ceux qui ont travaillé. Bon, maintenant, ça dépasse un petit peu nos forces. Nous ne pouvons que les aider à dénoncer ceux qui exploitent hors périmètre. Mais nous avons aussi appris que ceux qui exploitent hors périmètre, là, pour les dénoncer, il faut avoir de bras longs. Bon, ben, donc, nous pensons quand même qu'ils nous écoutent et que réellement, ils accepteront quand même que justice soit faite aux exploitants du barrage de Ouédivilla. Allez dans le monde entier, de tous les coins, faites des disciples. Fidèle à cette parole d'évangile, le pasteur Samuel Yameogo dirige de nos jours, en tant que pasteur principal, le temple Emmanuel des 1200 logements de Ouagadougou, en souvenir de son premier poste à Tita, une localité de Poni, où il a laissé des empreintes positives en 20 ans de séjour, de 1973 à 1993. Mampata fusgo yibiro wala winge wala yungo ke mampa puta samwa yuri kota wenam ki wenam kele nkwe tore net songringe son songra ke shane funsul maka tera mati ton huana yeti puno ya wendo tanu la riam tirunda punshol ma wotonga mpatar sori la tenta kala samdam tenta pisinu sam tarwendo to tenta wa pina la ni Le titre de pasteur comporte, je crois, des échelons à gravir. Quels sont les
principales étapes à franchir pour devenir un pasteur titulaire? Bien, en ce qui concerne notre dénomination, les assemblées de Dieu, d'abord il faut avoir la vocation et que cette vocation soit testée par le pasteur principal avec qui tu travailles. Et ensuite, on t'envoie en formation, dans une formation biblique, une école ou un séminaire. Et là, tu restes le temps que l'école et le séminaire demandent, 2 ans chez certains, 3 ans chez d'autres. Mais après tes études, tu sors comme pasteur-élève, et tu restes pasteur-élève 2 ans. À la 3e année, après la 2e année, quand on voit que tout va bien et que réellement ta vocation est vraie, et tu montes en grade en pasteur stagiaire. Et 2 ans après, quand on voit que ça marche toujours, tu montes en grade en pasteur proposant. 2 ans après, quand on voit que tout va bien, alors c'est en ce moment que tu deviens pasteur titulaire, tu es consacré pasteur titulaire. Et cela, quel que soit ton niveau d'instruction, que tu aies une licence en théologie, un doctorat en théologie, il faut passer cette période de stage et d'observation réelle avant d'être consacré. Et voilà les étapes. Oui, pasteur, l'écuménisme moderne prôné par certaines structures, notamment l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et qui consiste à réunir protestants et catholiques pour prier sous le même toit. Est-ce que vous y croyez? Prier sous le même toit, catholique et protestant, je veux dire que tous ceux qui croient en Christ, on peut prier sous le même toit. Ça, je ne pense pas que ce soit notre proximité là qui fait la différence. Parce qu'on peut être dans le même toit, s'asseoir même sur la même chaise et ne même pas être d'accord. Mais comme on peut ne pas être sous le même toit et être d'accord. Pour l'abolition de la torture, si nous voyons que Jésus prône le pardon, prêche le pardon, si nous voyons que lui, il a pris nos péchés à nous sur la croix, bien, nous pouvons aussi abolir la torture. Et sur ce plan, si les protestants sont d'accord que l'abolition, la torture ne peut pas venir de Dieu, que les catholiques aussi sont d'accord, je vois pourquoi ils ne peuvent pas trouver des moyens ensemble, des voies ensemble pour dire au monde d'abolir la torture. Souvent, on reproche aux pasteurs de vouloir faire du commerce, aliment des offrandes et des dîmes prélevées. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que les comptes sont clairs. On ne fait pas de commerce parce que le pasteur ne prélève pas les dîmes et les offrandes pour lui-même ou pour sa famille, mais le pasteur prélève des dîmes et des offrandes pour le travail de Dieu. Et ça, c'est écrit même aussi dans la Bible, donnez vos dîmes et vos offrandes. Et je crois qu'il n'y a pas d'association dans ce monde-là, même de groupements que nous sommes en train d'organiser dans les campagnes, qui n'ont pas une cotisation. Et cette offrande n'est pas donnée au pasteur du tout, parce que le pasteur a aussi les anciens de l'Église. Le pasteur, les anciens, c'est pas les anciens d'âge, c'est un grade. Et puis aussi, le pasteur a les diacres de l'Église qui, eux, comptent et qui organisent. Donc, ils ne prêchent pas. Je parle du pasteur consacré, normal, membre de mon Église. Je ne parle pas d'un pasteur autoproclamé quelque part qui se dit pasteur et qui n'est pas pasteur. Moi, je parle sous le contrôle de mon Église et de mon expérience à moi. Donc, il n'y a rien qui lui revient. Au contraire, quand j'étais en province, c'est moi-même qui mettais de ma propre poche l'argent dans la dîme et il y a quelqu'un qui compte. Et quelquefois, moi, heureusement, je peux donner un billet, mais les autres, c'est des pièces. Mais on compte, mais ça se donne à Dieu, ça ne revient pas à moi. Bon, donc le pasteur qui fait du commerce là n'est pas le pasteur de la Bible que je connais là.
pasteur, nous allons évoluer et nous entrons de plein pied dans notre entretien. Votre prénom, Bonsda Wende, au-delà de toute signification profonde dans l'environnement africain et surtout Mouaga, sonne comme de la prémonition dans votre vie. Dans quelles circonstances et à quel dessein ce prénom-là vous a été attribué? Effectivement, je crois que c'est la prémonition parce que mes parents ont perdu mes aînés. Ils ont eu quand même un premier aîné, et ils ont perdu le suivant. Ils ont eu ma sœur, ils ont perdu le suivant. Et moi, lorsque ma mère était enceinte de moi, bon, elle s'est donnée au Seigneur et c'est en ce moment, on a compté sur Dieu. Donc, ils ont demandé à Dieu au moins que je vive. Et inutile de vous dire que Dieu a exaucé leur prière puisque je vis encore. Oui. Bon, et donc, c'est une requête que le Seigneur a exaucée parce qu'ils ont demandé à Dieu que je vive et je vis. Et même, vous allez voir plus tard que non seulement je vis, mais le Seigneur a fait beaucoup de grâce pour moi. Et il m'a aidé dans toutes mes entreprises jusqu'à maintenant. Dernier enfant de la famille Yaomeogo, qu'est-ce que vous ressentez comme privilège d'être né dans une maternité à Koudougou au temps colonial? C'est justement ce que vous appelez prémonition. Le Seigneur m'a fait la grâce de naître dans une maternité à Koudougou. Et même la sage-femme s'appelle Madame Bourreau, née Sangara Clémentine. Donc c'est une Samo qui a eu le privilège d'accueillir le prince de Burkina Nabiri que je suis. Et cela est chose. Et même ce qui nous fait aussi rire, c'est que dans le registre d'état civil, on a mis Madame Bourreau, née Sangara Clémentine, sage-femme africaine. Et quand vous dites au temps colonial, je pense que le colon veut marquer que cette sage-femme, bien qu'elle soit Samoa, est africaine. Donc c'est un peu péjoratif à mon avis, mais parce que ça, c'est le temps colonial. Donc j'étais très heureux que le Seigneur m'ait fait la grâce de naître dans une maternité, puisque mon aîné, la fille qui est née immédiatement avant moi est décédée quelques jours après. Donc cette naissance a été... Le Seigneur m'a gardé jusqu'à maintenant et je lui suis reconnaissant. Du fait d'avoir perdu très tôt votre papa, à l'âge de 3 ans, vous avez dû affronter une vie misérable et miséreuse. De façon résumée, pouvez-vous nous faire l'économie de l'évolution du petit Samuel qui est allé à l'école à l'âge de 6 ans sous l'ombre protectrice des missionnaires protestants? Oui, le petit Samuel orphelin a souffert, comme tous les orphelins de notre pays, d'abord par ses aînés qui pensaient que c'est lui le dernier, et c'est à cause de son malheur que leur père est parti. Donc on m'a fublé ça, on dit que c'est ma tête qui a fait disparaître leur père. Bon, donc je n'étais pas tellement choyé, au contraire, je recevais des petits claques. Vous avez même dû fréquenter une école catholique à Bobo-Dioulasso à l'époque. Visiblement, vous ne vous êtes pas senti dans votre peau à l'époque. Était-ce parce que c'est une école catholique? Non, là c'est une autre affaire. Quand je suis retourné pour ne plus revenir à l'internat, je suis allé voir mon frère Joseph Yamuro à Bobo-Dioulasso. Et lui, il a eu tellement pitié de moi qu'il a préféré me garder à côté de lui. Et il m'a dit, alors moi, je te mettrai à l'école. Il m'a mis dans une école catholique à Djaradougou pour 2 mois seulement. Ils ont demandé de transférer mon dossier. Et les missionnaires de Ouagadougou, qui me voyaient quand même assez brillant, ne voient pas pourquoi on me transférait mon dossier à Bobo-Dioulasso. Donc ils ont refusé. Donc par contre, cette école-là a dû quand même dire que où on envoie mon dossier, où je quitte l'école. Alors donc je suis revenu immédiatement à Koudougou cette fois-ci.
nous allons marquer un arrêt pour faire honneur à la femme. Et à ce sujet, j'allais vous demander comment vous avez rencontré votre épouse. Parce qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Bon. Comment je l'ai rencontrée? Bon, je dois avouer que c'est le Seigneur qui a préparé notre rencontre. Et je m'explique. Je l'ai tellement enfermé dans mes émissions et LWA. Quand je quitte l'école de Réau, je viens à Koudou la nuit pour faire mes émissions. Que moi, je n'avais pas le temps de causer avec des filles. Et un jour, je venais à Ouagadougou, ici, et pour envoyer mes émissions à ILWA, Monrovia-Libéria. Et quand je suis venu, il se trouvait qu'il y avait la sortie des élèves de l'école de jeunes filles de Lumbila. Et là, ma cousine, Christine Zungrana, m'a parlé d'une très belle fille et elle souhaitait qu'elle soit l'épouse de son cousin Samuel Yameo. Mais seulement, elle m'a mis en garde parce que toi, Samuel, chaque fois qu'on te présente des filles, moi, tu ne la trouves pas assez belle. Ou bien tu trouves que le front n'est pas ce que tu veux, ou tu trouves que le cou est trop long. Mais cette fois-ci-là, je te garantis que si jamais tu parles mal de cette fille-là, tu vas voir. Bon, effectivement, elle m'a présenté la fille. Bon, il n'y a pas eu un coup de tonnerre dans son cœur ou dans mon cœur, mais on a commencé par des correspondances. Et vers la fin, bon, le Seigneur a fait qu'elle est devenue ma femme depuis le 15 mai 1971. Alors, je n'ai pas regretté parce que c'est quand même un choix du Seigneur. Elle aime Dieu et je suis l'ami de tous ceux qui aiment Dieu. Et votre mariage aussi a été une inspiration de Dieu en France? Oui, notre mariage a été une inspiration de Dieu parce que l'Église a désiré, et je suis content que les témoins de mon mariage là soient ici. Le Seigneur a fait en sorte que l'Église a demandé que mon épouse, ma fiancée, me rejoigne à ma formation pastorale à Paris, parce que l'Église pense aussi qu'elle pourrait avoir de la formation. Elle m'a rejoint, elle a étudié aussi bien que moi, mais bon, pendant les vacances, tous les étudiants devaient rentrer en Angleterre, devaient rentrer en Suède, devaient rentrer partout. Et nous, pour Voltaïque, on n'a pas de moyens pour venir jusqu'à Ouagadougou, jusqu'au Burkina Faso. Donc il fallait rester là. Et vers la fin, on se trouvait à deux. À deux, ce n'est pas un bon témoignage. Donc on a décidé alors de nous marier pour être vraiment un, au lieu d'être deux. Mais nous sommes très heureux de voir que le pasteur Dupré, notre pasteur père à Ouagadougou, est venu en mission, en visite à Paris, et c'est lui qui nous a mariés comme si nous devrions nous marier au Burkina Faso. Et là, bon, nous marier à Paris, c'était malgré nous parce que avec la radio, avec la chorale, avec tout ce que j'étais, je souhaitais quand même un mariage où il y aurait des milliers de personnes. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu quand même environ 200 personnes, ce qui, à Paris, est quand même un grand mariage. La Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, dont vous êtes le président depuis 2008 à nos jours, est née dans les années 1949 en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Dites-nous comment cette structure-là s'est enracinée dans notre pays. Bon, comme vous savez, les missions, les sociétés missionnaires évangéliques d'Europe, je veux dire de France, d'Allemagne, de Suisse, n'ont pas envoyé des missionnaires dans cette colonie française qui était la Haute-Volta. Donc il a fallu que ce soit des Américains qui, avec une révélation particulière, sont venus jusqu'à nous. Et ces Américains, quand ils sont venus, il y avait 5 sociétés de mission. Il y avait les Assemblées de Dieu qui sont installées au centre, là, plateau central. Ensuite, il y avait la CIM qui est installée à l'est. Il y avait
la SEMA qui est installée à l'ouest, il y avait la WEC au sud-ouest, il y avait la mission de Pentecôte à Léo, donc au sud. Bon, ces missionnaires ont été obligés de se retrouver en fédération pour pouvoir défendre quand même leurs intérêts et pour pouvoir avoir ces liens fraternels. Bon, et c'était bon parce que chaque dénomination dans sa région a traduit la Bible. Comment nous nous sommes enracinés? C'est très simple parce que les missions protestantes qui ne parlaient pas français, qui ne parlaient pas moré, sont obligées de s'exprimer. Et pour s'exprimer, il y a eu l'alphabétisation. Et cette alphabétisation a créé aussi la traduction de toute la Bible en moré pour le plateau Monsi, en Goumakema pour l'Est, etc. Et c'est ainsi, c'est par l'alphabétisation, par l'enseignement de la Bible que les protestants se sont enracinés dans la fédération. Quel coefficient d'intérêt et de considération la grande famille Yaméogo de Koudougou accorde-t-elle au pasteur Samuel? Le témoignage suivant est suffisamment éloquent en termes de respect et d'affection familiale à son endroit. Il est le Benjamin de ma grand-mère, mon père étant l'aîné. Ils ont une sœur au milieu et lui, il est le Benjamin. Mais je dois avouer que si je devais résumer en quelques mots l'homme, je dirais d'abord que c'est un homme de foi, c'est un homme d'action et d'une générosité sans pareil. Pourquoi je dis que c'est mon père? C'est pratiquement lui qui nous a élevés avec son grand frère quand il était vivant. Puis après lui, il a continué le chemin avec les enfants de son frère, comme si c'était les siens. Il enseignait à l'époque à Réau, mais il habitait chez son grand frère à Koudougou, Réau n'étant pas loin. Il nous disait, apprenez vos leçons et ceux qui ne connaissent pas leurs leçons n'ont qu'à commencer à courir. Parce qu'il y a un aspect de lui que les gens ignorent, c'est que c'est quelqu'un qui a été un très grand coureur. Effectivement, il m'arrivait, moi en particulier, de commencer à courir et quand il se levait, quelle que soit la distance que tu avais, il te rattrapait quand même. Et puis ma foi, bon, vas-y que je te tire les oreilles. Quelquefois, les gifles pleuvaient parce qu'il fallait absolument que nous connaissions nos leçons avant de dormir et le lendemain, le cycle ressortait. Mais c'est aussi un homme qui est très très émotif et très sensible, à tel point que quand nous étions malades, et même jusqu'aujourd'hui quand nous sommes malades, lui il tremble plus que tout le monde. Il va venir X fois la nuit dans la chambre pour te demander, alors, et puis il va te dire, souris-moi un peu pour que je sache. Quand il te demande si ça va, tu dis, ça va, il te dit, souris-moi un peu pour que je sache vraiment que ça va. On aurait pu, dans l'adressage des rues, lui consacrer aussi une rue. Parce que si vous prenez Ouagadougou, vous allez voir des noms dont on a parfois du mal à savoir quelle est la contribution de ces personnes pour bénéficier d'une rue à Ouagadougou. Il a rempli et bien rempli sa vie. Mais je voudrais quand même qu'ils comprennent que le temps passe, que la famille s'est agrandie, nous nous sommes mariés, nous avons des enfants et que nous avons besoin que la retraite ait pour lui un sens. Parce que même nos enfants disent, depuis que papy est à la retraite, papy n'a jamais autant travaillé. Et effectivement, bon, on part à la maison, nous on ne sait pas au fond son affaire de la retraite là, qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que nous avons besoin maintenant que ses grands frères sont partis,
que nos mamans aussi, pour certaines, pour beaucoup d'ailleurs, sont parties. On aimerait quand même avoir beaucoup plus de sa disponibilité pour nous guider de ses conseils, de ses sages conseils, de son expérience. Pasteur, votre nièce, son Excellence Madame Juliette Bonkongo, ici présente, vous a interpellé dans ce reportage. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? C'est difficile pour un pasteur d'accepter ce qu'elle vient de dire, parce que les gens, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Donc, aussi longtemps qu'il y a encore un souffle dans mes narines, aussi longtemps que je peux sortir et choses, bon, je pense quand même qu'il faudrait travailler pour Dieu. Si je ne travaille pas pour Dieu, que je travaille seulement pour mon ventre, je serai tout entièrement consacré à ma famille, une chair longue ici, je me repose du matin au soir. Mais quand on veut encore augmenter son dépôt, renflouer son dépôt dans le ciel, il y aura un jour où je vais vraiment me reposer. C'est quand j'aurai à quelques mètres là sous la terre, la personne m'embêterait. Elle a surtout insisté sur la nécessité pour les parents, surtout pour les petits-fils, de bénéficier des conseils, des sages conseils de Papy. Oui, je crois que Papy l'a bien élevée, éduquée jusqu'à ce qu'elle parvienne là où elle est parvenue. C'est aussi sa responsabilité de transmettre cela à ses enfants. Et comme on vient de le dire et de le répéter, le succès sans successeur est un échec. Et je pense qu'elle sera vraiment ma successeuse si elle aussi, elle éduque ses enfants comme je l'ai éduqué et ses enfants arrivent comme elle est arrivée. Et comme ça, comme mon grand-père ne s'est pas occupé de moi, donc je crois que les enfants aussi vont regarder leurs parents. D'accord, nous allons avancer. Vous avez été président de la Commission électorale nationale indépendante en 1998. Comment le pasteur titulaire de l'Église que vous êtes est arrivé à la tête de cette commission en proie à des difficultés énormes à l'époque? Oui, ce que vous dites est vrai, mais comment le pasteur est arrivé? Le pasteur n'a fait aucune demande, n'a même pas souhaité, mais on demandait que chaque communauté envoie un représentant. Et la Fédération des Églises et Missions évangéliques m'a envoyé. Arrivé là, alors les autres commissaires devaient trouver un président. Et dans ce que les statuts prévoyaient que ce président ne peut pas être d'un parti politique. Donc il faut que ce président-là soit de la société civile ou des religieux. Donc ils ont demandé s'il y a un volontaire parmi nous. Il n'y a pas eu de volontaire et pas volontaire. Bon, donc quelqu'un a donné mon nom. Et puis d'ailleurs quelqu'un de la communauté musulmane a donné mon nom. Et bon, donc ils ont accepté. Bon, moi aussi j'ai exprimé mes réticences, mais quand même ils ont accepté. Et c'est ici que dans une association humaine comme ça, il fallait quand même qu'il y ait un président, quelqu'un qui puisse coordonner les choses. C'est là que nous avons accepté. C'était difficile, mais je suis quand même conscient que ça a été difficile. Mais je remercie l'Église, je remercie tous les croyants, parce que nous avons demandé à l'époque qu'on prie pour nous. Et même des lettres ont été envoyées à l'étranger pour quand même qu'on prie pour nous. Ils ont tellement bien prié. Et les croyants qui étaient aussi avec moi là, quelquefois quand on ne voyait pas les choses clairement, quand ça chauffe comme on le dit, nous nous mettons quand même à l'écart et on priait Dieu. Et vous voyez que Dieu a tellement bien fait les choses que même s'il est arrivé quelques déceptions, ce n'est qu'après, et beaucoup après, ces élections. Ça s'est très bien passé. Et on se souvient même qu'un semblant de sitting a failli vous emporter un matin. Comment vous avez pu vous en tirer d'affaire? Bon, j'étais en tout cas en train à une réunion d'église à la CIL, lorsque un
commissaire m'a téléphoné en me disant, président, ne venez pas parce que les gens là, ils sont vraiment fâchés, ils veulent vraiment vous déchirer. Ils disent que si vous venez là, mais je vous en prie, ne venez pas. Bon, bien, je me suis dit quand même, ne pas aller aussi, ça ne se justifie pas. Et c'est pas bien. Donc je suis quand même allé. Quand je m'en vais, ils étaient en réunion et tout le monde s'est levé, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Et la réunion s'est passée de la meilleure manière. Alors cet homme vient me voir en disant que tu vois, les gens là, qui sont des faux types, voilà ce qu'un tel a dit, voilà ce qu'un tel a dit, voilà ce qu'un tel a dit. Que moi je ne savais pas que ces hypocrites-là allaient même vous saluer. Et voilà, et voilà. Bon, donc il veut me montrer qu'il n'a pas menti en me disant de ne pas venir. Mais bon, comme l'affaire s'est passée, et il y a un autre qui entre et qui dit, Président, il y a un il pensait alors que j'avais jeté un sort ou bien je les avais envoûtés de telle manière. Bon, je n'ai rien fait. Nous avons prié Dieu et Dieu a tout arrangé. En tant que membre de la commission constitutionnelle de la Haute-Volta en 1976, pouvez-vous nous situer davantage sur la controverse née autour de la question du mandat présidentiel? Oui, en ce temps, il était dit qu'il fallait limiter les mandats présidentiels et ceux qui étaient un petit peu contre et ceux qui étaient pour ont dit que en Afrique, là, le seul moyen d'accepter l'alternance, c'est quand on tue le président. Mais quand il y a l'alternance, la limitation, on a quand même espoir qu'un jour, il va quitter, donc on le laisse tranquille. Bon, ça nous a convaincus. Et on avait limité. Encore, c'est revenu qu'il ne faut pas limiter. Encore, c'est revenu qu'il faut limiter. Bon, maintenant, je pense que cette voie qu'on est en train de prendre là sera définitive et sera encore la meilleure. Limiter ou pas limiter, ça, c'est pas, ça ne regarde pas l'Église, mais en tout cas, nous pensons que les arguments qui disent que s'il n'y a pas l'alternance, la seule voie pour l'opposition, c'est de faire soit un coup d'État ou de tuer le président. Bon, à l'époque, c'était ce qu'on disait. Bon, mais je pense que cette fois-ci, on est parti pour de bon. Et si l'alternance est la meilleure solution pour la paix dans le pays, bon, nous souhaitons ça. Actualité oblige, hier dans l'après-midi, le Conseil national de la transition a adopté la loi portant modification du corps électoral par 75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions. En tant qu'ancien membre de la commission constitutionnelle, quelle est votre appréciation? Ce n'est que hier, et je n'ai pas eu le temps de lire les journaux, personne ne m'a encore informé, mais avant de donner mon appréciation, il faut que me donner le temps de peser et de savoir pourquoi et comment. Bon, à présent, nous allons parler de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a débarqué le président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Au niveau de la famille protestante, vous avez sans doute dû sentir venir les choses, puisque vous avez même organisé des veillées de prière pour prêcher pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. Oui, nous avons vu venir l'affaire et nous avons prié et nous remercions le Seigneur qui a exaucé notre prière. C'est vrai que nous déplorons quand même la trentaine de victimes qui sont morts pour défendre leur position. Mais nous savons que si Dieu n'avait pas aimé particulièrement le Burkina Faso, si Dieu n'avait pas exaucé nos prières, ça aurait été pire que ça. Et sous d'autres cieux, nous voyons que moins que ça, il y a, non seulement ça dure, mais beaucoup de vies, beaucoup de vies sont perdues. Donc nous avons fait un service d'action de grâce pour vraiment rendre grâce à Dieu qui a exaucé nos prières et qui nous a aidés à avoir moins de morts et qui a encore qui nous a aidés à ce que cette affaire-là soit classée assez rapidement. Mais nous avons été quand même fiers cette fois-ci de voir que quelques jours après, quelques heures après, les Burkinabés se sont donnés encore
la main de l'association pour balayer les rues et rien, tout se passait comme si rien n'a été. Et là, ça fait la fierté de notre pays et nous rendons grâce à Dieu pour cela. La dissolution du régime de sécurité présidentielle RSP a fait tellement couler d'encre et de salive dans ce pays. Vous, en tant qu'homme d'église, quelle est votre position? Êtes-vous pour ou contre la dissolution de ce corps d'élite militaire? Bon, vous avez bien dit, homme de Dieu. Donc, ce qui veut dire que mes connaissances dans les affaires militaires sont tellement limitées. C'est vrai qu'au collège, nous avons fait ce qu'on appelle la préparation militaire. On a appris quelques bribes de choses, mais mes connaissances dans les affaires militaires sont limitées. Mais bon, j'entends dire quelque part qu'un pays a quand même un corps d'élite qui pour la défense du pays. Bon, mais donc, comme dit aussi le proverbe aussi, il ne faut pas chasser l'enfant, comment je vais dire, l'enfant terrible de ton cour, sinon l'enfant terrible d'une autre cour viendra te chasser. Ce qui veut dire qu'il faudrait faire avec tout le monde, ça c'est vrai, mais nous pouvons aussi comprendre que le mot paix, là, puisse déranger. Surtout comme vous dites, vous venez de dire qu'on a débarqué le président. Si on a débarqué le président, ce qui veut dire que la sécurité du président pourrait choquer aussi certains. Donc on dit seulement régiment de soutien de sécurité nationale et tout le monde, président, citoyen, tout le monde se sent dans cette sécurité. Et que cette sécurité aussi, bon, suive les règles nationales, les règles du pays. Et c'est tout. Donc je pense que si c'est le P qui gêne, bon, on peut changer le P en N. Et puis, mais il faut reconnaître quand même qu'ils sont formés pour défendre la nation. Donc il faut les soutenir dans la défense de la nation. Plus rien ne sera comme avant. Quelle connotation ce refrain cher à la transition et à la portée de toutes les bouches revêt dans votre milieu, surtout chrétien? Oui, à condition que on aille pour le meilleur. Plus rien ne sera comme avant. Si on avance vers le meilleur, personne ne voudrait retourner vers ce qui n'est pas bien. Mais plus rien ne sera comme avant. Si l'avenir est meilleur que le présent et le passé, Dieu merci que rien ne soit comme avant. Mais si l'avenir n'est pas meilleur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faudrait, la parole de Dieu nous dit d'ailleurs qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Bon, donc, tous ceux qui sont maintenant assez nationalistes et qui souhaitent qu'il y ait, que plus rien ne soit comme avant, il faut d'abord qu'on travaille à ce que l'avenir soit meilleur. Et ça demande vraiment un effort continu pour que l'avenir soit vraiment meilleur. Et nous souhaitons réellement que rien ne soit médiocre et que l'avenir soit meilleur. Dans ce cas, le slogan a son sens. Et tout changement demande à être créatif et attentif. Est-ce que vous êtes confiant en ces états généraux de la justice qui viennent de se tenir? Parce qu'une chose est de concevoir et une autre est de pouvoir bien l'appliquer. Oui, jusqu'à présent, nous sommes certains que ce n'est pas les textes qui manquent, c'est leur application. Et le péché ne se trouve pas dans la loi, mais le péché se trouve dans l'application de la loi, dans le cœur de l'homme. Et si honnêtement, on a des textes clairs, et si honnêtement, on veut les appliquer, alors nous pensons que nous allons avancer et nous serons vraiment un pays émergent. Mais si la loi est là et chacun veut biaiser, et c'est là maintenant que viennent les querelles et c'est là que viennent encore les révoltes. Donc nous pensons quand même qu'une loi clairement posée, une loi clairement suivie
et une loi suivie juste pour tout le monde, alors là, nous pensons que l'avenir sera radieux. D'aucuns poussent le pessimisme à son paroxysme, dans la mesure où ils disent que le milieu de la justice est noyé par la corruption. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, je répète encore que la justice élève une nation. Et la justice doit être juste pour les juges et pour tout le monde. Et pour les partenaires et pour les journalistes. Donc la justice doit être vraie pour tout le monde. Si la justice est appliquée à tout le monde, par tout le monde, alors nous pensons alors que notre pays sera émergent, notre pays va s'élever. Mais quand la justice est juste pour certains et pas pour d'autres, alors c'est là maintenant que va venir la corruption. Donc nous souhaitons une justice qui doit élever notre nation et qui doit s'appliquer à tout le monde. Mais quant à dire que les juges sont corrompus, moi je ne suis pas juge encore. Ça veut dire que je ne suis pas le juge du juge. Qui suis-je pour juger mon frère? Donc je ne connais pas leurs affaires. Je ne suis pas encore dans ce constat-là. S'il y a certains qui ont constaté que ce soit une interpellation. Les grands hommes ont leurs semblables, disons leurs imitateurs. Suivez plutôt le témoignage qui vient. Disons que physiquement, c'est un homme petit de taille, mais quand on rentre en relation avec cet homme, on est devant un géant sur plusieurs points. Sa sagesse m'émerveille, ses connaissances sont bien au-delà des connaissances ordinaires. Sa foi et son engagement sont des choses que l'on désire obtenir. Et c'est un homme déterminé, un homme qui a des idées qu'il poursuit de tout son cœur et qu'il les poursuit jusqu'au bout. C'est un, comme nous disions à l'école, c'est un jusqu'au boutiste. Et quand il commence quelque chose, il le réalise. Ce n'est pas un rêveur, mais un homme d'action. C'est un homme de passion. Il aime, quand il engage quelque chose, il y met tout son zèle pour que la chose devienne réalité. C'est un homme de mission. Il a des idées qu'il poursuit et il veut les poursuivre jusqu'au bout. Et il a une grande vision. D'ailleurs, il est président de l'Association des évangéliques d'Afrique. Et c'est parce qu'il a une vision pour l'ensemble du continent. Et tout cela fait de lui un homme exceptionnel qu'on ne trouve plus souvent de nos jours. C'est pourquoi pour moi, c'est une icône, c'est une image que moi j'imite. Je lui ai dit un jour que je ne pourrais jamais parvenir jusque là où il a été, mais en tout cas je ferai l'effort de l'imiter. Pasteur, que vous inspirent ces propos du pasteur Moïse Napon? Eh bien, ça me rend, j'allais dire, plus petit et ça m'interpelle à redoubler quand même d'efforts. Parce que si c'est ainsi qu'il me considère, hein, il faut quand même que je ne le déçoive pas. Et donc, ça m'interpelle et je pense redoubler d'efforts. D'accord. Le pasteur Samuel Yameogo a été l'un des fulgurants animateurs des émissions du studio Chant Joyeux de Koudougou, diffusées depuis 1964 à nos jours sur les antennes de Radio Burkina. Nous avons eu du plaisir à partager avec lui au cours d'une visite de courtoisie qu'il a rendue aux responsables de ce studio.
À mes auditeurs, nous sommes là aujourd'hui pour nous rappeler la grâce que le Seigneur nous a faite depuis plus de 50 ans maintenant par ses émissions Chant joyeux, Vie Mkwera, Boîte postale de Koudougou, Haute-Volta. Et maintenant, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis-les. Amen. Lorsqu'il était animateur, il attirait beaucoup de gens. Et effectivement, je l'ai connu dans les années 67, lorsqu'il faisait les émissions ici. Et puisque j'étais élève à l'école évangélique, et que c'est là que j'ai eu sa connaissance, lorsqu'il faisait les émissions, il était à Réau, il était directeur de l'école évangélique de Réau, il venait faire les animations et on l'a connu à cette époque-là. Et jusqu'à présent, on sent que réellement, ces émissions sont assez percutantes par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Le début a été quand même très bien et nous poursuivons toujours le chemin qu'ils ont tracé pour nous. Oui, pasteur. Et à l'époque, dans les années 1964, quels ont été les critères fondamentaux qui ont prévalu à votre recrutement comme animateur de ce studio Chant joyeux, Vie Mkwera? Bon, là encore, je dirais que c'est une grâce de Dieu. J'accompagnais les amis pour les enregistrements de la chorale. Je n'avais pas une voix de choriste. Et on a essayé tous les pasteurs pour cette émission, ça n'allait pas. Mais moi qui étais directeur d'école et puis aussi pasteur laïque, on a décidé en 1964 d'essayer ma voix. Et quand j'ai fait les premières émissions, ils ont envoyé à ELWA à Monrovia et le directeur des émissions envoie un télégramme pour dire qu'on dirait que cet animateur-là a de l'expérience de 10 ans, que sa voix est radiophonique et puis sa voix et ses paroles sont bien, donc ne le laissez pas. C'est ainsi qu'on m'a demandé de participer. Et alors, je quittais Réau les soirs et je venais quelquefois jusqu'à minuit parce qu'on n'a pas les appareils que vous avez là, nous avons notre Nagra. On enregistrait, il y avait aussi un train qui passait à côté de nous. Chaque fois que le train sifflait, il faut arrêter, il faut couper la bande, il faut coller. Si bien que pour une seule émission, qui aujourd'hui vous prendrait peut-être 20 minutes, ça nous prenait 2 ou 3 heures. Alors donc, c'est ainsi qu'on a évolué et on a envoyé nos bandes à Radio Elva à Monrovia et ça s'était diffusé en Côte d'Ivoire, au Ghana et un peu partout. On avait cette émission. Nous savons que vous êtes un autodidacte. À ce titre, quel conseil vous avez à nous prodiguer pour un bon qualitatif de l'éducation et de l'instruction au Burkina Faso? Ce que je peux dire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours dit aux jeunes, j'ai dit que l'intelligence et la force physique ne sont pas des denrées que l'on peut conserver dans une boîte de conserve pour l'utiliser quand on en aura besoin. Si vous n'utilisez pas votre intelligence aujourd'hui, si le Seigneur vous a fait la grâce d'être à l'école, si vous ne travaillez pas bien, si vous n'utilisez pas vos forces aujourd'hui, vous allez les perdre.
moi-même qui vous parle là, je vous ai parlé de l'intelligence naturelle que le Seigneur m'avait donnée, mais aujourd'hui, même pour appeler le nom d'un enfant, il faut commencer par X pour arriver à Y. Bon, force physique, elle disait que je courais, que je l'attrapais. Mais on court aujourd'hui, vous allez voir que je ne pourrai plus courir comme avant. Donc, si nous avons la force en nous, il faut qu'on utilise la force pour quand même une chose utile à notre vie. Donc, qu'on ne soit pas paresseux. Si on a l'intelligence, il faut qu'on étudie, qu'on exploite notre intelligence là, sinon nous allons la perdre gratuitement. Donc, je pense qu'il faudrait seulement travailler, il faudrait seulement utiliser l'intelligence pour son éducation, pour son instruction. Il faudrait aussi que la morale et puis l'instruction civique soient vraiment appliquées. Et nous allons voir que notre pays répondra vraiment de son nom, Burkina Faso, et nous serons vraiment des Burkinabés. Un mal social ronge les jeunes, c'est le calcul, l'argent facile. Ce qu'on dit à Moré, qui est bien dimanche. À ce sujet, vous pouvez encore insister à leur attention. Oui, l'argent facile se perd facilement. Et puis, l'argent facile ne reste pas avec lui. Donc, les gains faciles là ne vont pas loin. Et ça ne forme même pas l'intéressé, même si on voulait donner tout de suite, que vous n'avez pas gagné à la sueur de votre front, vous allez les perdre tout de suite. Mais chaque chose, bon, a ses lois. Et la loi du succès demande aussi beaucoup de peine. Et comme ça, une fois réussi, et on reste longtemps. En tant qu'ancien, un personnage plein de sagesse, quel conseil vous avez à donner? Le seul conseil que je peux donner à ce pays, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est le travail, c'est l'amour du prochain, c'est que ce pays vive vraiment son nom de Burkina Faso, un pays des hommes intègres. Si chaque compatriote était réellement intègre, alors donc nous pensons que notre pays là sera vraiment émergent et rapidement émergent. Si nous acceptons quand même l'éducation, si nous acceptons aussi la formation, si nous acceptons aussi la moralité, d'être vraiment des gens qui appliquent la morale, si nous acceptons le civisme, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas émergents et que nous ne répondions pas de notre nom de Burkimbisi, Burkinabé. Le semeur de la joie et du grain de la bonne nouvelle, le promoteur du développement de tout l'homme, le bâtisseur recherché de la cité des vivants unis par la fraternité et la solidarité. Pasteur, les qualificatifs nous manquent pour vous hisser réellement au sommet de la perfection de votre être. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous garde immortel dans vos idées et dans vos actes. Merci pour votre entière disponibilité, vos précieux conseils qui feront tache d'huile en ajoutant de la vie à la vie pour la postérité. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, une fois n'est pas coutume, et comme c'est l'occasion qui fait le larron, recevez les bénédictions divines du pasteur Samuel Yameogo que vous avez écouté et suivi avec un grand intérêt. Rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro de votre émission À cœur ouvert.